Bonjour à tous, on va commencer, parce qu'on est un peu pressé par le temps en fait, hein. Il faut tenir les timings, donc on va commencer cette conférence. Donc, je suis vraiment super content, donc je m'appelle Lionel Clément, je suis super content d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de storytelling. C'est un peu difficile de passer sur ce sujet après la plénière d'ouverture, parce que c'est typiquement le sujet qui se prête très facilement au bullshit et au troll. Donc, je vais essayer de rester digne après cette plénière et puis de vous montrer que dans le storytelling, justement, il n'y a pas que du bullshit et du troll, il y a aussi des choses très intéressantes et puis surtout des nouvelles pistes à explorer. Et ça va être un petit peu l'objet de cette conférence. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui a guidé cette conférence, en fait quand on m'a proposé de l'animer, je me suis retrouvé face à un cruel dilemme, à savoir qu'est-ce que j'allais raconter. Est-ce que j'allais vous faire une énième conférence sur c'est super de faire du storytelling quand on fait du digital, je pense que ça vous aurait fait royalement chier, puis moi aussi. Est-ce qu'on aurait fait encore une conférence sur le storytelling, c'est super cool parce que comme ça, quand on raconte l'histoire de sa boîte, ça suscite de l'engagement et ça suscite de l'émotion. Globalement, on s'en fout. Je pars du principe que si vous êtes dans cette salle, c'est que tout ça, vous le savez. Et que donc, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et puis d'interroger justement le storytelling qui est autour du digital. Parce que finalement, notre manière d'aborder le digital et notre manière de vendre du digital, que ce soit du contenu, que ce soit du soft, que ce soit des devices, il y a un vrai storytelling qui est derrière, un storytelling qui est peut-être pas très beau, qui est peut-être pas très propre. Moi, c'est ce que j'appelle un sale storytelling, et que justement, il serait peut-être intéressant d'y remettre un petit peu de sens, d'y remettre un petit peu de responsabilité, même si je sais que pour certains, vous êtes peut-être encore en train de découvrir ce que c'est que le storytelling. Mais en y remettant un petit peu de responsabilité, peut-être qu'on commencera à arriver à faire du storytelling qui sera un petit peu plus intéressant et puis surtout qui nous permettra et de mieux vendre nos produits, parce que n'oublions pas que raconter des belles histoires, c'est bien, mais comme je dis souvent à mes clients, une bonne histoire, c'est une histoire qui ramène du chiffre d'affaires. Et c'est pas simplement une jolie histoire. Et puis en même temps, des histoires qui soient un petit peu plus responsable vis-à-vis de notre monde, de notre planète et de ce qu'on a envie d'y faire, et peut-être des histoires qui aussi développent une forme de vivre ensemble. Et je pense que principalement, là, en cette fin 2016, le vivre ensemble est particulièrement crucial. Donc pour démarrer, plutôt que de rentrer directement dans le vif du sujet, tout simplement, j'avais envie de commencer par vous raconter une petite histoire. Et cette petite histoire, elle n'est pas très compliquée. En fait, c'est un petit peu mon histoire. Et c'est un petit peu l'histoire de comment on devient storyteller. Alors, vous allez vous dire que c'est un peu bizarre de commencer comme ça. Mais vous allez voir que ça va être très important dans la suite de ce qu'on va se raconter. Un storyteller, c'est quoi, déjà ? C'est quelqu'un qui, certes, invente des histoires pour des marques pour les aider à vendre leurs produits. Je ne vous cache pas que des fois, c'est super difficile, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à raconter sur certains produits et qu'il faut aller chercher très loin l'histoire qu'on va développer. Et puis, un storyteller, c'est aussi quelqu'un qui interroge le monde qui l'entoure, parce que finalement, le monde, il est un petit peu tissé d'histoires. Et c'est vrai que pour le coup, si on part on va dire de la jeunesse d'un storyteller, moi quand j'étais gamin, le storytelling, ça m'est pas venu en fait avec l'objectif de vendre, etc. Moi, ce que j'aimais dans le storytelling quand j'étais un gamin un peu renfermé. Et ce que j'aimais particulièrement, c'était tout bête, hein, c'était me plonger dans des bouquins, c'était aller au cinéma, c'était me gaver en fait de toutes ces histoires que je pouvais voir à la télé, et puis des histoires qui pour le coup étaient passionnantes, parce qu'il y avait une chose dont j'étais déjà persuadé quand j'étais gamin, c'était que les belles histoires, elles étaient vraiment capables de transformer le monde, et que finalement le monde dans lequel on vivait, c'était un monde qui était vraiment tissé d'histoires. Donc c'était vraiment un monde tissé d'histoires, et que pour le coup, tout ce qu'on nous vendait,
que ce soit nos idéologies politiques, etc. C'était déjà avant tout des histoires, des mythologies, qui, d'une certaine manière, en fait, étaient vraiment en toile de fond de tout ce qu'on cherchait à nous faire croire, de tout ce qu'on cherchait à nous vendre comme étant potentiellement intéressant, etc. Ça, j'ai découvert, ça, c'était des intuitions que j'avais quand j'étais gamin, mais finalement, c'est des choses que j'ai vérifiées par la suite, par exemple, en m'intéressant à la psychologie sociale, en m'intéressant, par exemple, à la psychanalyse avec Jung et les théories de l'inconscient collectif, ou alors, dans des contextes plus scientifiques, par exemple, la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, où, au final, derrière en fait ce qu'on est, ce qu'on vend, notre manière de voir le monde, notre manière d'interagir avec le monde, derrière tout ça, il y a des histoires et des histoires qui conditionnent notre mode d'être en fait et notre mode d'être au monde. Ok ? Donc, un autre aspect qui m'avait intéressé à l'époque, c'était que dans les histoires qui étaient communément établies, eh ben, il y avait parfois des histoires qui surgissaient et qui étaient capables de tout renverser. En fait, les vraies bonnes histoires, celles qui proposent un vrai vivre ensemble, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les vraies bonnes histoires, c'est souvent des histoires qui sont un petit peu révolutionnaires. Et c'est souvent des histoires qui, à un moment, surgissent dans les histoires en fait, qui sont communément admises et qui proposent quelque chose d'autre, qui proposent quelque chose de totalement différent et souvent avec un sens de la responsabilité très fort. Donc, par exemple, quand j'étais gamin, il y a des histoires qui m'ont particulièrement marqué. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est important pour bien comprendre la suite du propos qu'on va avoir. Par exemple, dans les histoires qui m'ont marqué quand j'étais gamin, puisque je suis d'une génération, je suis presque un ancien maintenant, j'arrive bientôt sur mes 45 ans. Dans les histoires qui m'ont marqué, par exemple, il y a eu la victoire de François Mitterrand en 1981. J'étais très petit à l'époque, mais ça a été une histoire qui m'a profondément marqué parce qu'à un moment, arrivait un homme politique qui proposait autre chose, qui proposait de la liberté, etc. Il faut voir qu'à l'époque, juste pour resituer, on était à une époque où, par exemple, être homosexuel était pénalisé par la loi, vous risquiez des peines de prison, etc. On vivait une époque où on pratiquait encore la peine de mort. Donc à l'époque, cet homme, avec les histoires et ce qu'il a réussi à raconter, a réussi à insuffler un vent de liberté très fort. Les autres histoires qui m'ont marqué à l'époque, ça a été par exemple la chute du mur de Berlin en 1989. C'est-à-dire, à un moment, c'est quand même un événement qui a provoqué toute la chute du bloc soviétique à l'époque. Donc, c'est bête, c'est une histoire qui maintenant commence à être un peu ancienne, mais c'est une histoire qu'il est peut-être bon parfois de se rappeler. Une autre histoire, ça a été par exemple cette photo des événements de la place Tiananmen en juin 1989, excusez-moi. Donc cet homme, personne ne sait qui c'est l'homme de Tiananmen, on l'appelle comme ça. Cet homme qui à un moment s'est opposé à l'oppression chinoise et qui a montré qu'on était capable à un moment de faire surgir une autre histoire, qu'on était capable de penser autre chose que simplement l'oppression et ce qui était communément acquis. Donc toutes ces histoires-là, j'en finis avec ma petite histoire personnelle, toutes ces histoires-là, c'est des histoires qui m'ont forgé et qui font qu'à un moment, j'ai décidé, bien plus tard, après un parcours très compliqué, alors j'ai eu un parcours professionnel très compliqué que je vous passerai, si vraiment un jour ça vous intéresse, je peux vous le raconter entre deux bières. J'ai eu un parcours professionnel très atypique, qui va de nègre littéraire à patron de sex shop, mais qui m'a amené à faire du storytelling. Et donc le storyteller est né. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, peut-être que pour le coup, mon vrai métier, c'est justement d'arriver à raconter des histoires. Et c'est d'arriver à faire en sorte d'arriver à créer des histoires non seulement qui vendent,
parce que c'était, l'air de rien, c'est principalement ça qui me fait manger, mais peut-être aussi des histoires qui réinventent autre chose et qui peuvent justement reproposer une forme de vivre ensemble. Et vous allez voir que ce vivre ensemble et le fait de vendre, ce n'est pas nécessairement incompatible, et que malheureusement, ce qu'on nous propose aujourd'hui dans le digital, eh ben, c'est vendre et c'est rarement du vivre ensemble. La grande question, et donc on en vient au vif de notre sujet, c'est de savoir si finalement le digital, ça peut transformer le monde. Alors ce qui est clair, c'est que le digital, ce qu'on appelle le digital, on pourrait dire aussi le numérique. Il y a une blague que je faisais à un moment qui était assez amusante, qui était de dire, quand on parle de digital, je pourrais vous expliquer en long, en large et en travers ce que je sais faire avec mes doigts, mais je pense que ça ne vous avancera pas à grand-chose. Mais aujourd'hui, le digital, finalement, qui est communément, on va dire, on l'associe assez facilement avec le numérique. La question, c'est est-ce que le digital est capable de transformer le monde ? Donc la réponse, aujourd'hui, le digital, en soi, c'est quoi ? Le digital, ce qu'on nous vend comme étant du digital, c'est de la production de contenu, c'est du soft, c'est des devices, c'est des choses qui... c'est une philosophie qui est censée nous rapprocher les uns des autres. Mais en même temps, est-ce que ça peut transformer le monde ? Est-ce que ça peut permettre de créer un monde qui serait, un monde meilleur, et un monde dans lequel, finalement, on apprendrait à mieux vivre ensemble. Donc le digital, aujourd'hui, non, le digital, aujourd'hui, c'est juste un ensemble de techniques, d'outils, etc. Mais derrière ça, c'est un peu comme le storytelling, en fait. Ce qui est important dans le digital, c'est la manière dont on l'utilise. C'est l'intentionnalité qu'on va avoir en utilisant les outils du digital qui peut effectivement avoir ou des effets néfastes ou des effets très positifs. Mais le digital en lui-même n'est pas capable de transformer le monde. Ce qui va transformer le monde, c'est notre manière de voir les choses. Il faut savoir que dans le storytelling, il y a un très grand secret. Et que finalement, quand on crée une histoire, et quand on décide de créer une bonne histoire, et ben pour le coup, ce grand secret, on l'occulte souvent parce qu'on ne le connaît pas. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, en fait, en général. Quand je veux dire, si vous allez sur mon site, j'en parle pas, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous donne aujourd'hui. Et ce grand secret, c'est un secret qui est très simple, mais qu'il faut connaître. C'est qu'en soi, l'être humain, vous, moi, quelle que soit sa nationalité, sa culture, etc., l'être humain déteste regarder la réalité en face. Parce que la réalité, elle gratte, parce que la réalité, elle dérange. Et que finalement, quand la réalité, elle dérange, c'est-à-dire quand, par rapport à ce que je veux faire comme action pour me satisfaire moi-même, il y a un vrai décalage entre mon action et la réalité, et ben pour le coup, ça m'embête parce que ça m'oblige à regarder la réalité en face. Et le corollaire de ce grand secret, c'est que fondamentalement, on estime tous être des gens bien. Alors qu'on ne l'est pas nécessairement. Mais on estime tous être des gens bien. On a tous une image positive et idéalisée de nous-mêmes. C'est pour ça que quand on crée un storytelling, il faut arriver à trouver ça, cette zone où ça gratte justement. Le but, ce n'est pas de trouver un bon héros, etc. Une bonne histoire, c'est trouver où ça gratte par rapport au produit pour arriver à créer une histoire qui soit satisfaisante. Ce grand secret, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La dissonance cognitive, c'est quand justement, il y a un décalage entre la réalité, ce qu'on sait de quelque chose, et l'action qu'on veut avoir par rapport à cette chose. Par exemple, c'est très bien expliqué dans un livre de, comment s'appelle-t-il, Martin Gibert, qui s'appelle « Voir son steak comme un animal mort ». C'est un livre qui développe ce qu'on appelle le paradoxe de la viande, qui a un vrai storytelling en soi. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'industrie agroalimentaire qui a le mieux développé au départ les techniques de storytelling, et dès les années 50 en fait. Donc, qui est de se dire que quand on mange un steak,
personne n'a envie d'imaginer l'animal mort dont il est issu. Parce que tout simplement, on est doué d'empathie, que cet animal, on n'a pas envie de le voir souffrir, d'imaginer qu'il a pu souffrir, et que nous, tout ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir à manger ce steak. Autre élément d'exemple pour illustrer cette dissonance cognitive, c'est quelque chose que j'ai vu hier en me baladant dans Lyon. J'ai vu hier une famille qui passait à vélo. Les 2 petites filles avaient un casque pour se protéger, mais pas les parents. Comme si les parents, en fait, parce qu'ils étaient adultes, étaient exempts de se casser la figure de leur vélo. Donc typiquement, c'est parce que nous, on est adultes, on est naturellement protégés. Et donc à partir de là, nous, on se rassure en se disant, mais on a quand même protégé les enfants. Donc ça, c'est aussi une question de dissonance cognitive. Ou alors, un autre exemple, on sait tous par exemple qu'il faut sauvegarder l'environnement, qu'il faut avoir des comportements responsables, etc. Et notamment dans nos déplacements. Mais par exemple, on va prendre sa voiture pour faire un trajet de 500 mètres, alors qu'on aurait tout à fait pu prendre son vélo. Mais on va se trouver 10 000 excuses pour ne pas le faire. On va trouver 10 000 excuses, 10 000 histoires qu'on va se raconter pour justement ne pas avoir à regarder la réalité en face. Il faut savoir que le storytelling, c'est justement ce qui comble le mieux ce qui gratte. On a envie, en fait, plutôt qu'un discours rationnel, parce qu'un discours rationnel, c'est toujours quelque chose auquel on peut opposer des contre-arguments, etc. Le storytelling, c'est ce qui vient combler le mieux ce qui gratte, tout simplement parce que ça nous met dans une autre forme de mode d'être. Par exemple, aujourd'hui, quand on nous vend du digital, voilà ce qu'on nous vend. Alors on nous vend, donc la dissonance cognitive dans le digital, elle fonctionne à plein. Donc on nous vend quoi ? On nous vend, par exemple, je crée, au niveau de la production de contenu, par exemple, je crée et je produis des contenus qui me valorisent, qui sont valorisants, qui sont satisfaisants. Donc je consomme des contenus que je juge être suffisamment intéressants pour moi, et en même temps, je crée des contenus qui vont me valoriser moi. Que je sois un particulier, une entreprise, peu importe. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous vend. Au niveau du soft, du logiciel, on nous vend quoi ? On nous vend des logiciels de plus en plus simples, de plus en plus transparents, avec lesquels on va pouvoir de plus en plus facilement produire ce contenu et consommer aussi du contenu. Donc on nous vend de la transparence. Au niveau des devices, on nous vend quoi ? On nous vend des appareils qui finalement vont nous permettre de vivre cette expérience de manière de plus en plus transparente en fait, et de plus en plus forte et intense, toujours plus rapide, avec des interfaces toujours plus simples, etc. D'autres manières de naviguer dans les appareils. Bref, ce qu'on cherche à nous vendre, et le storytelling qui est un petit peu derrière tout ça, c'est quoi ? C'est simplement le côté... le fait de nous faire vivre en fait une expérience qui va être de plus en plus intense, de plus en plus forte. Achète mon logiciel, produis du contenu de plus en plus intéressant, consomme mon contenu parce que c'est mon contenu qui est le plus intéressant. Achète ma solution, achète mon produit parce que c'est avec lui que tu vas vivre l'expérience la plus satisfaisante. Sauf que derrière le rêve, ce rêve d'une expérience intense, forte, puissante, la réalité, c'est ça. C'est par exemple des conditions de travail un petit peu compliquées. Et ça gratte quand on est consommateur. Donc, tout ce que je vous explique, on est toujours dans l'idée de vendre. Ça gratte quand on est consommateur de se dire que potentiellement, derrière ce qu'on vend, quand on le fait fabriquer par exemple en Chine, il y a ça. Donc, quand on va acheter un produit, on a envie de savoir aujourd'hui que dans un produit, il y a du sens. Que peut-être... qu'il a été pensé pour autre chose et que ce n'est pas simplement un petit storytelling qu'on a inventé pour dire « Ah ben non, on est allé visiter les usines et il n'y a pas ce problème-là ». La dure réalité, c'est aussi ça. Ça, c'est une photo qui a été prise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est notre poubelle numérique
et que fondamentalement en Côte d'Ivoire, l'ensemble en fait des devices usagers qu'on y envoie pour s'en débarrasser est considéré en fait comme une des plus grosses catastrophes écologiques pour le pays, et certainement la plus grosse catastrophe écologique que le pays aura à surmonter. Et ça gratte. Ça gratte le consommateur quand il le sait. Pour autant, il faut continuer à vendre, il faut continuer à générer du chiffre d'affaires, mais ça veut dire que derrière, il va peut-être falloir penser les choses un petit peu autrement. Donc c'est quoi en fait le storytelling qui est en jeu dans cette histoire ? Le storytelling qui est en jeu dans le digital, c'est le storytelling de la satisfaction. C'est le storytelling de l'accomplissement spirituel, le storytelling du bénéfice. C'est-à-dire tout ce que je vais, ce qu'on dit aujourd'hui quand on fait du storytelling, c'est axer sur les bénéfices pour votre client, cibler bien en fait votre cible, et puis créer une histoire à partir de là. Sauf que finalement, ce storytelling-là, c'est vraiment un storytelling qui est replié sur lui-même et qui n'est pas ouvert justement sur le monde, qui n'est pas ouvert sur les réelles préoccupations en fait. Finalement, c'est un storytelling qui nous permet pas, qui n'a aucune responsabilité et qui ne nous permet pas, en l'occurrence, de dire qu'aujourd'hui, avec le digital, on est capable de produire quelque chose qui va bénéficier aussi au reste du monde, qui va proposer un vivre ensemble. Donc le héros de cette histoire, c'est qui ? C'est un petit peu comme Pretty Woman, en fait. C'est quelqu'un qui consomme, qui est perpétuellement en train de consommer et de produire du contenu pour se valoriser, qui vit une expérience intense, parfois frustrante, parce qu'il faut savoir que la dimension de frustration, elle est très importante. Si vous voulez que votre client achète le device suivant ou achète la prochaine mise à jour, etc. Et puis c'est quelqu'un qui pense, en l'occurrence, que le digital est capable de lui proposer une forme de réalisation de soi, tout simplement parce que l'autre, c'est-à-dire l'autre avec lequel on va entrer en relation, vous allez vivre avec lui une relation beaucoup plus forte beaucoup plus forte et beaucoup plus intense, parce que vous aurez justement utilisé tous ces produits et tous ces éléments. Donc, est-ce que ça, c'est une belle histoire ? La question, c'est non. Aujourd'hui, cette histoire-là, c'est une histoire qui a forcément trouvé ses limites, et pour autant, c'est l'histoire qu'on nous vend encore aujourd'hui. Si vous allez sur les sites des gros constructeurs, type Apple, etc., c'est cette histoire-là qu'on nous vend. On nous dit, par exemple, là, vous voyez, Apple vient de sortir ses nouveaux MacBook Pro, et vous allez voir, c'est encore plus de fonctionnalités, quelque chose de toujours plus intense, etc. Mais finalement, on nous vend rien d'autre, on nous vend pas de responsabilité. Aujourd'hui, justement pour éviter que ça gratte, et si vous voulez produire des histoires qui vendent et qui vendent mieux vos produits, il va falloir justement challenger un petit peu vos clients, si vous êtes des agences, ou challenger un petit peu vos produits pour vous poser la question, au-delà du bénéfice pour la personne qui va utiliser mon produit, qu'est-ce que je propose en fait pour les autres en fait ? Qu'est-ce que je propose comme mode d'être et comme mode de vivre ensemble ? Ce qui est certain, c'est que par rapport à tout ça, il y a énormément d'autres histoires qui sont possibles. Et que ces histoires-là, aujourd'hui, c'est des histoires qui sont déjà racontées, en fait. Alors, il y a des histoires qui restent à inventer, mais il y a des histoires qui existent déjà. Mais c'est des histoires que, finalement, on a un peu passé sous silence, en se disant que ce n'était pas forcément très intéressant pour vendre, alors que, finalement, elles ne sont pas incompatibles avec le fait de vendre. Par exemple, quelque chose de tout bête. Si je prends Wikipédia, typiquement, c'est une histoire qu'on peut raconter. Si on revient aux origines de ce qu'est Wikipédia, il faut voir qu'aujourd'hui, la plupart des gens, leur consommation de médias, elle se fait principalement sur Facebook. Et que sur Facebook, finalement, vous êtes à la fois marchandise et à la fois consommateur, en fait. C'est-à-dire que vous êtes là, vous consommez du contenu qui n'est pas forcément vérifié, etc.
et puis surtout du contenu où vous êtes réellement partie prenante en termes de... où vous êtes en même temps la matière première en fait de tout ça. Wikipédia, c'est aussi c'est une autre manière d'appréhender le contenu. Et il y a peut-être à s'inspirer en fait de ça, à revenir à cette inspiration-là, parce qu'elle n'est pas récente, mais c'est quelque chose qu'on a un peu passé sous silence, justement d'une connaissance qui pourrait être peut-être plus communautaire en termes de production de contenu. Aujourd'hui, quand on parle de communauté, par exemple, si je vous parle de ma communauté, la communauté, c'est devenu quoi? C'est devenu un petit peu mon socle de clients. Alors qu'à la base, la communauté, c'est aussi la base sur laquelle on va créer des échanges, etc. Donc, par exemple, Wikipédia, c'est typiquement un élément dont on peut s'inspirer pour arriver à créer des histoires qui soient intéressantes. Ça, pour la production de contenu. Au niveau du soft, on pourrait tout à fait s'inspirer, par exemple, de Linux. Linux, c'est pareil, c'est pas récent, mais en même temps, c'est toujours quelque chose qu'on a un petit peu passé sous silence, ça aussi, puisque maintenant, en gros, il faut, voilà, la philosophie qu'il peut y avoir derrière le soft, elle est un petit peu, on l'a un petit peu mise de côté. Mais Linux aujourd'hui, c'est quoi? C'est des communautés, c'est du logiciel libre, c'est de l'interopérabilité. Et ça aussi, c'est des choses qui sont importantes en fait dans ce domaine du digital. C'est que par exemple, un truc tout bête, quand on sort un MacBook, pour reprendre un exemple, où on enlève toutes les connectiques et où on a juste une prise et où en fait il faut acheter tout le matériel et où il n'y a aucune interopérabilité en fait entre différents matériels plus anciens, c'est un vrai problème. Et qu'aujourd'hui, l'interopérabilité en fait l'interopérabilité, c'est un élément qui reste très important et un élément qui est vraiment à la source en fait de la philosophie de Linux et des distributions, et de la plupart des distributions, y compris les distributions les plus populaires. Le troisième élément, c'est aussi l'accès aux devices. Aujourd'hui, l'accès aux devices, on nous le vend un petit peu comme... On est vraiment sur de la consommation pure. C'est-à-dire, je consomme du device, je change constamment, en fait, parce que je veux vivre une relation de plus en plus intense avec de nouveaux devices, alors qu'il y a énormément d'autres choses derrière cet accès aux devices qui est important. Il faut savoir que l'accès, en fait, aux devices, dans de nombreux pays... Je suis intervenu il y a quelques mois de ça en Tunisie. J'étais mandaté par la Commission européenne pour travailler en Tunisie. Et il faut savoir que l'accès en fait aux devices, c'est un enjeu de démocratie participative. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu démocratique. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on a perdu. Aujourd'hui, on a nos machines, on les utilise pour notre propre satisfaction. Il faut qu'elles nous plaisent, qu'elles soient belles, qu'elles aient toutes les fonctionnalités qu'on souhaite. Mais cet enjeu démocratique qui peut y avoir derrière le fait d'avoir des outils, ça, on l'a complètement oublié. Et il faut savoir que dans ces pays émergents, le fait de posséder un ordinateur, c'est considéré comme une forme de pouvoir, en fait. Tout simplement parce qu'on s'ouvre à de la connaissance, à de la compétence, etc., qu'on peut se former, qu'on peut justement dialoguer avec les autres et essayer d'avoir un mode d'être et un mode de vivre ensemble qui soit différent. Et qui soit complètement différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, type Facebook, etc. Donc cet enjeu de démocratie, il existe aujourd'hui. Et cet enjeu en fait de sens vis-à-vis en fait même du matériel, il existe. L'idée est de se dire qu'aujourd'hui, de toute façon, vendre, aujourd'hui, on est tous là pour ça. Et l'objectif, pour nous tous, ça reste de vendre nos produits, ça reste de vendre nos prestations, ça reste de vendre nos logiciels, etc. Et que l'objectif, c'est pas d'arrêter de vendre. L'objectif est de se dire qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin que ça. Et que pour le coup, si vous voulez mieux vendre, on ne peut plus se contenter simplement de tenir des discours sur le simple bénéfice en fait, que vous allez donner à votre client. Tout simplement parce que votre client, pour lui, ça gratte. Et pour lui, il y a des éléments qui sont rédhibitoires et qui l'empêchent, en l'occurrence, de se projeter dans votre produit. C'est toute cette dissonance cognitive qu'on a vue. Et c'est pour ça qu'il va falloir aller un peu plus loin.
peut-être réfléchir à vous engager plus quand vous créez en fait un discours sur vos produits. Certes, votre produit, c'est un bon produit, il a des fonctionnalités qui sont intéressantes, etc. Il a des fonctionnalités qui vont me permettre d'avoir un vrai bénéfice, si j'en suis utilisateur, plus de facilité, etc. Mais la vraie question, c'est en quoi, en fait, ce que vous proposez va vraiment changer les choses. En quoi est-ce que ça peut vraiment apporter un autre mode d'être avec les autres, en fait? Qu'est-ce que vous proposez d'autre dans votre produit? Alors, il y a des startups qui le font très bien. Par exemple, il y a une startup que j'utilise beaucoup qui s'appelle Drivey. Ça permet en l'occurrence de louer des voitures entre particuliers. C'est un petit peu comme c'est un petit peu le Airbnb de la voiture, vous voyez. Et cette startup, elle le fait super bien parce que plutôt que de dire simplement, en gros, si vous louez des voitures entre particuliers, c'est super simple et ça va vous coûter moins cher, ce qui est le bénéfice immédiat. C'est une startup qui a un vrai engagement écologique et qui met en avant cet engagement écologique-là, qui est de dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on peut plus se permettre d'avoir 3 voitures, par exemple. Et que le fait de favoriser le partage de voitures, c'est quelque chose qui va permettre, en l'occurrence, qui apporte quelque chose de plus au monde, qui est dans une nouvelle dynamique. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, ça va être de challenger en fait un petit peu tout ça. Et puis de challenger aussi les produits de vos clients. Aujourd'hui, quand on vend par exemple, je ne sais pas, un produit alimentaire, aujourd'hui, on a besoin de savoir en fait s'il a été par exemple cultivé de manière éthique, etc. Et donc il y a un vrai discours à avoir par rapport à ça. Au-delà simplement du c'est bon pour la santé, puisque aujourd'hui ça a été le discours par exemple qu'on a mis par rapport au bio, etc. Au-delà de dire c'est bon pour la santé, non, ça apporte quelque chose de plus et ça apporte quelque chose de plus au monde. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est en l'occurrence d'aller plus loin en l'occurrence dans les histoires que vous allez pouvoir raconter, pour pas simplement rester au niveau du bénéfice, mais montrer en fait que dans vos histoires, il y a une forme de mode d'être au monde et d'être avec les autres qui peut être intéressante. Pour terminer, puis après on passera aux questions-réponses si vous en avez. Je terminerai par cette phrase qui dit que si nous ne passions ne serait-ce qu'un quart de du temps que nous consacrons à inventer des histoires pour que d'autres achètent nos produits, à créer des histoires qui feraient du digital la clé d'un nouveau vivre ensemble, alors on serait capable de sauver le monde. Alors c'est une phrase qui peut vous sembler un peu idéaliste. Je vous rassure, je suis ni idéaliste ni philanthrope. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je crée des histoires qui aident mes clients à vendre. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on est capable de proposer autre chose. Et c'est-à-dire, en même temps, on est capable de proposer aussi aujourd'hui, avec nos produits et puis aussi aux marques pour lesquelles on travaille, quelque chose de plus, quelque chose pour les faire aller un tout petit peu plus loin. Et peut-être, pour le coup, d'arriver à concilier et cet impératif de vendre plus et donc de faire du storytelling, avec l'impératif aussi, qui est un impératif un petit peu plus sociétal et qui nous propose quelque chose d'un petit peu plus, qui nous propose justement quelque chose d'un petit peu plus intéressant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre présence au monde. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Oui ? Fait ses choix. Donc, comment vous êtes confronté concrètement? Vous devez travailler avec des entreprises qui n'ont pas opéré ces choix. Donc, comment vous procédez concrètement, puisqu'il faut bien travailler pas uniquement avec des entreprises qui sont en accord total avec vos valeurs? Je pense que c'est là où il faut les challenger un petit peu. Aujourd'hui, l'entreprise, la plupart des grosses entreprises, elles ont ce qu'on appelle des engagements RSE. Donc, ce qu'on appelle, pour ceux qui ne le savent pas, donc la responsabilité
sociétale et environnementale, merci. Et souvent, ces engagements RSE, c'est un petit peu des vœux pieux, vous voyez. En gros, on dit, voilà, on est soucieux de l'environnement, on fait ci, on fait ça, mais finalement, il n'y a rien de concret. Ce qui peut être intéressant, c'est de proposer à ces entreprises justement d'investir réellement leurs engagements RSE, et puis de montrer que derrière, en fait, ces engagements RSE, c'est pas juste des vœux pieux, et puis qu'il y a des vraies histoires à raconter. Voilà, aujourd'hui, on dit qu'on sauve l'environnement, mais comment on fait concrètement pour sauver l'environnement ? Voilà comment on a fait, et ces histoires-là, elles sont à raconter encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aussi challenger un peu les entreprises pour lesquelles on travaille. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, et puis très concrètement, j'y arrive. Donc il n'y a pas de raison. Il faut leur montrer leurs bénéfices aussi à le faire, et puis leur montrer que c'est aussi intéressant pour eux, parce que ça leur permet en fait de quitter en fait la vision de leurs produits sur simplement du court terme et du résultat net, mais de s'installer plus sur une vision un peu plus durable de leur entreprise. D'autres questions ? Vous nous avez beaucoup parlé de la manière dont vous pouvez mettre en œuvre des dispositifs de storytelling pour mieux vendre. Moi, ce qui me dérange un peu avec ce discours, c'est que ça me rappelle un peu des discours de greenwashing qu'on avait il y a quelques années autour du développement durable, etc. Ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez mettre en place des discours de storytelling pour mieux concevoir de manière plus éthique, et pas uniquement pour mieux vendre des produits qui n'ont pas forcément été conçus de manière éthique ? Alors, l'idée n'est pas de mieux vendre des produits qui n'ont pas été conçus de manière éthique. C'est là où il faut challenger en fait, à un moment l'entreprise pour qu'elle revoie peut-être sa manière de les concevoir. Personnellement, alors c'est un choix personnel, mais je ne travaille pas pour des entreprises qui ne conçoivent pas leurs produits de manière éthique. C'est un impératif que je m'impose et c'est un engagement. C'est pour ça d'ailleurs que cette présentation, elle est peut-être un peu engagée. C'est parce qu'à un moment, autant montrer qui on est et montrer les engagements qu'on peut avoir. Dans la manière de concevoir, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque vraiment dans la plupart des entreprises, c'est la transparence sur la manière de concevoir. Et que pour le coup, il y a il y a des vraies histoires à raconter sur voilà comment aujourd'hui on produit ce qu'on fait. Vous voyez ? Si je prends... j'ai cité plusieurs fois Apple, mais je pourrais citer plein d'autres boîtes. Souvent, le process de fabrication, c'est très opaque. Personne ne sait, on n'y va pas, on n'a pas le droit de regarder, etc. Mais tout simplement parce que c'est pas très glorieux. Au-delà du secret en fait qui est lié au produit, c'est souvent pas très glorieux. Alors qu'en fait, il y a énormément d'histoires à raconter. Moi, ce que j'aime bien travailler avec les entreprises, c'est vraiment de dire, voilà, montrez comment vous produisez vos produits. On va aller interviewer les gens qui sont sur les chaînes de fabrication. On va aller, je l'ai fait par exemple pour de la métallurgie. J'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle Constellium et qui fait de la métallurgie lourde. Donc il crée des alliages en fait pour l'aviation, l'armée, etc. Et l'idée a été de dire, on va être transparent par rapport à la manière dont vous produisez vos alliages. Et vraiment dire, voilà, on est allé interviewer les gens, on a filmé les chaînes de fabrication, etc. On est allé vraiment dans les ateliers pour montrer comment ça se faisait. Et ça a été super bien perçu. Déjà parce que ça a permis d'avoir un discours un petit peu plus accessible, un petit peu moins technicien, entre guillemets, parce que j'avais affaire à des chercheurs. Et ça a permis d'avoir un discours un petit peu plus posé, un petit peu différent, où on a vulgarisé de manière très intelligente et en même temps où on a montré que que le process de fabrication était finalement assez clair, assez simple et assez respectueux en fait, par exemple en termes de rejet de déchets, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Donc je pense que le mieux, c'est la transparence. Hein. Ma grand-mère disait, elle me disait, la seule chose qui te sauvera dans ta vie, mon petit Lionel, c'est la vérité. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé, en fait. C'est le fait qu'aujourd'hui, le seul moyen de créer des histoires qui soient vraiment pérennes et intéressantes, c'est justement de ne pas raconter des conneries. On peut inventer beaucoup d'histoires, et ça, l'agroalimentaire l'a fait de manière très forte.
Mais on peut donc inventer beaucoup de conneries. Par contre, les histoires qui durent le plus, c'est les histoires qui sont vraiment, qui sont réelles en fait. C'est le moment où on raconte la vérité.